Bienvenue sur la deuxième aventure de l'Étincelle au cœur de la Bretagne. Le nouveau collectif qui nous accueille est situé sur l'écolieu de la Guette, à la lisière de la mythique forêt de Paimpont. Sur ce lieu de vie, ses habitants et habitantes ont fait le choix de sortir d'un certain individualisme et d'un certain confort matériel pour réintégrer des espaces plus proches de leur propre nature afin d'y vivre avec plus d'harmonie. C'est auprès de ces personnes que nous avons vécu une partie de l'été, que nous avons partagé un quotidien simple et riche à la fois, et cela aux côtés de nombreuses autres personnes qui y sont également passées. Comme vous le verrez dans ce documentaire, les séquences ne témoignent pas de la vie foisonnante, habituellement caractéristique de la Guette à cette période, puisque la majeure partie du tournage a été réalisée après la mi-août. En effet, la forte proximité de la Guette avec la forêt et l'intense sécheresse qui a touché la France cette année en ont fait un terrain propice aux feux de forêt. Ainsi, l'incendie survenu dans la nuit du 11 août, à quelques kilomètres seulement de la Guette, en a bouleversé le rythme de vie ainsi que la fréquentation. Ce n'est que le 13 août que les feux ont pu être stoppés aux abords de l'écolieu, pour le plus grand soulagement de ses habitants. Mais bien évidemment, cet incendie n'a pas été sans graves conséquences, puisque plus de 200 hectares de forêt ont été brûlés, de nombreuses personnes évacuées et des lieux détruits. À travers cette vidéo, nous ne souhaitions pas alarmer sur l'état actuel des forêts ou de la biodiversité, mais ayant vécu ces événements qui traduisent un profond déséquilibre du vivant, nous nous devions de leur donner une place ici. Notre intention principale est de contribuer à rendre sensible cette notion de reconnexion au vivant et à l'émerveillement de tout ce qui nous entoure, permettant de sortir de cette fascination numérique pour les grands espaces, pour ce que l'on appelle les beaux paysages, sortir de l'image que même nous partageons ici, pour pouvoir, enfin, nous mettre en action. Cette vidéo est une invitation à aller rencontrer ces personnes qui agissent et vivent autrement, à aller fouler du pied et respirer dans ces espaces précieux et magiques. Nous l'oublions souvent. Pourtant, la beauté du vivant est visible partout, pour peu que l'on y place notre attention. Pour moi, la Guette, c'est un lieu d'accueil, c'est un lieu d'expérience, c'est un lieu de guérison aussi, je dirais, un lieu de reconnexion à soi et par du fait aux autres et à la nature aussi. C'est un lieu où il fait bon vivre, voilà, tout simplement. Ça vient aussi en contraste avec la société. On est vraiment très simple ici, on prône la simplicité, la sobriété. Du coup, ça vient en rupture avec leur mode de vie et ça vient bousculer un peu les schémas conventionnels que peuvent connaître les gens. Ici, voilà, pour la sobriété, on n'est pas raccordé à l'eau ni à l'électricité. Déjà, voilà, ça y fait pas mal. Puis, on n'a pas trop de contraintes. On vit au jour le jour. On n'est pas une entreprise, on est une association. On n'a pas les mots rentabilité, productivité, efficacité. Bon, ça n'existe pas ici, c'est même interdit, je dirais. On accueille des gens sur la route, on accueille des gens en woofing, des gens en ressourcement. Et c'est vraiment un lieu de passage pour les gens où que, entre guillemets, il n'y a pas de hasard. Tu vas rencontrer des gens en même temps qui viennent sur le lieu. Il y a des rencontres qui se font, des prises de conscience. Pas forcément nous, on n'interagit pas, mais des gens d'extérieur qui se rencontrent, des histoires d'amour, des histoires. Il y a plein de choses qui se passent par le biais que le lieu soit ouvert. Moi, je sais que je suis arrivé comme ça, quoi. Il y a 3 ans, j'ai connu le lieu. Moi, je sortais d'une hospitalisation, j'étais en rupture avec la société, avec moi-même, et je suis venu me poser sur le parking et j'avais vraiment besoin d'être seul. Je participais à pas grand-chose, mais voilà, je me baladais, je prenais le temps de me recentrer, de me retrouver moi. Puis petit à petit, je me suis ouvert et j'ai repris foi aux êtres humains, et voilà. Ma contribution au lieu, elle est matériel, je m'occupe vraiment du jardin, mais je veux dire, personne me demande ce que je fais, ou je le fais avec mon cœur et ça me semble juste en fait. Voilà, moi je suis nourri à midi, je suis logé, c'est exceptionnel et je donne ma contribution en offrant ce super jardin et j'essaye d'être le plus juste possible, quoi. Je sais que moi j'avais beaucoup de peur avant de faire ça, je viens d'un milieu conventionnel, je suis issu de la terre par chance aussi, mon père est agriculteur conventionnel, mais je reviens quand même de loin, j'ai été pas mal formaté aussi, j'ai fait des études agricoles en agronomie, tout ça, et j'avais vraiment peur de ces modes de vie alternatifs, et avant de venir ici, j'étais mort de peur, mais en fait je me suis rendu compte que c'est très simple, et
Voilà, on va dire le plus dur, j'ai l'impression pour les gens, c'est vraiment de quitter le confort matériel. Le lieu, ce que l'intention aussi d'Alexis a, ça fait 20 ans qu'il existe, mais c'est de promouvoir vraiment les modes de vie alternatifs. Et ce que j'ai déjà entendu dire de lui, c'est que les gens viennent ici, prennent un temps pour se reconnecter à soi, mais aussi que ça pullule, quoi, les autres écolieux, que ça émerge. Parce que le changement, on le sait, il va venir de l'intérieur et vraiment... c'est le cas en vrai, il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont venues et qui ont créé des écolieux et les gens voient que t'es bien, ils s'intéressent et puis tiens, et puis voilà, ça les graines sèment. Mais franchir le pas, ouais, en tout cas je le souhaite et pour moi c'est l'avenir en tout cas. Il y a une personne qui était paysanne, qui avait la ferme ici, sur ce lieu-là, qui avait 7 hectares, c'est une petite ferme. Elle m'a dit, je vends parce que je prends ma retraite et j'aimerais bien que ce soit vous qui repreniez le lieu. Donc j'ai eu le lieu et j'ai dit, qu'est-ce que j'en fais? J'ouvre le lieu aux alternatives, on verra bien ce qui se passe, j'en sais rien, dans un cadre de paix et de non-violence. Donc ça a toujours été affiché, ça a toujours été dit. J'espère que c'est resté dans cet esprit-là, bien que par moments il y a des conflits qui sont loin d'être non violents. L'essentiel c'est surtout ça, c'est essayer de réfléchir et de réaliser des choses pratiques qui nous emmènent vers un autre monde. Donc toutes les personnes qui sont venues ici, enfin toutes, bon, à peu près toutes, oui, ont marqué le lieu de leur façon d'être, de ce qu'ils ont pu faire ici, de leurs projets, etc. Je peux vous raconter une petite anecdote simplement. Il y a le champ à côté où il y a un grand chœur en permaculture, c'est un champ d'un hectare. Et bien ce chœur, il a été proposé par un chasseur. Ça paraît étonnant. Parce que ici, on est plutôt un lieu de paix et de non-violence. C'est un jeune chasseur qui est arrivé ici avec 2 fusils, qui est resté là 2-3 mois, qui était très très mal vu, rejeté par le groupe qui était ici à ce moment-là. Et d'ailleurs qui est parti à cause de ça, parce qu'il aurait bien aimé rester. Mais qui, avant de partir, quelques jours avant de partir, il m'a dit, je verrais bien dans ce champ un grand chœur. Moi, je lui ai dit, ton idée était... Je trouve que ton idée est excellente. Et il m'a dit, ce que je peux faire, c'est tracer déjà le chœur, le tracer sur le terrain. Puis après, vous continuerez, si vous voulez. Et donc, il a tracé le chœur et puis il est parti. Je pense que le chœur a tout à fait sa place ici, parce qu'il marque le lieu. Et il traduit bien ce qu'on veut y faire passer. Le secteur a été seulement marqué dans les années 45-50 par le prêtre qui était curé à Trélaurenteuc, donc à 3 km d'ici. C'est lui qui a d'une part a reconstruit l'église, etc. Et puis qui a lancé le tourisme en faisant revivre des légendes qui traînaient dans le coin. Et il y a plein de choses dans l'église qui rappellent la forêt. Donc vous avez une grande mosaïque dans le fond de l'église où il y a la fontaine de Barenton, tout ça. Et c'est toutes les histoires du Val sans retour qui sont dans le cœur de l'église, qui sont dans le cœur de l'église sur des tableaux et sur des vitraux. Est-ce qu'on a un impact sur la forêt? Ça, ce serait un peu prétentieux. Moi, je crois que la forêt vit sans nous et pourrait très bien vivre sans nous. Par contre, l'inverse, oui, la forêt a un impact sur nous, ça c'est certain. Il y a eu beaucoup de stages, d'animations ici qui tournaient autour de la forêt, de la nature. Des stages d'écologie profonde, par exemple, c'était souvent ça se passait dans la forêt même. Il y a eu beaucoup de choses aussi qui relèvent, disons, qu'on pourrait appeler un petit peu druidiques, des traditions celtiques qui sont très très liées à la forêt là aussi, quoi. La spiritualité, comment dire, moi, c'est sûrement lié aussi à la forêt, quelque part. Parce que la forêt, c'est un peu le retour aux sources. On s'imagine que du temps de Cro-Magnon, même d'avant, il y avait énormément de forêts. Même cette forêt-là, elle ne fait plus que 15 000 hectares, mais elle en faisait, au Moyen-Âge, elle en faisait 100 000.
Et donc, le retour dans la forêt, c'est aussi le retour à nos origines. Un jour est arrivée une femme qui était déjà venue une fois au lieu, mais qui est arrivée bien enceinte, bien ronde, et qui m'a dit « j'aimerais accoucher ici ». Moi je lui ai répondu « moi je veux bien, il y a de la place, il n'y a pas de problème ». Et puis elle est restée 15 jours là, et puis un soir elle me dit « je sais exactement où je vais accoucher ». Je lui demande où, elle me dit « près de la fontaine de Mouikrout ». Et bien je lui dis « prends une couverture et vas-y ». Elle a accouché le lendemain matin. Ça s'est très bien passé, tellement bien qu'elle a voulu rester là 3 jours et 3 nuits. Et elle ne voulait pas remonter, parce qu'elle me dit, je suis tellement bien là avec le bébé, on lui avait amené de la nourriture, je lui avais donné une lessiveuse pour qu'elle puisse se laver le bébé et tout, à la source, puisqu'elle était tout à côté. Et puis au bout de 3 jours, elle est revenue, elle est restée encore 15 jours ici, et puis elle est repartie sur la route avec le bébé, voilà. Ce que je dis, c'est que on est dans une période très critique, on est dans un basculement, ça se voit au niveau de la nature, du climat, là c'est évident quand on voit la forêt qui est toute rousse là devant nos yeux, alors qu'elle devrait être encore bien verte. Donc dans cette période-là, personne ne peut rester spectateur, personne. Et donc c'est à chacun de choisir ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut maintenir l'ancien monde? Il y a des gens qui veulent rester là-dedans, bon ben ils risquent d'y périr. Ou alors est-ce qu'on retrousse ses manches et puis on essaye de créer autre chose et de bâtir autre chose, une autre forme de société ou qui respecte la nature, qui respecte la biodiversité, qui respecte les gens. On est là, hein, ça va basculer d'un côté ou de l'autre, hein, sans qu'on va complètement s'enterrer dans le vieux monde l'humanité va disparaître, tout simplement. Moi, je pense que il y a un risque. Ou alors, on va tout faire en peu de temps, parce que ça presse. On va tout faire en peu de temps, en 20 ans peut-être, pour que les choses changent, pour que toutes les conneries qu'on a fait, on les arrête, et puis on essaye de faire autrement des choses plutôt vertueuses pour la nature et pour le vivant. C'est ça, là on en est à ce point d'interrogation, de quel côté on va pencher. Chacun va devoir choisir, chacun est maintenant. Donc là, on en est là, mais donc moi je lance un appel à ceux qui nous écoutent, choisissez la vie, choisissez le vivant.